Bonjour, nous recevons Stéphane Mulliez, directeur régional de l'Agence de santé bretonne. Bonjour Monsieur Mulliez. Bonjour monsieur. La semaine dernière, dans votre interview au Télégramme, vous donniez les derniers chiffres de cas confirmés. On était à 236, on est à combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes à 526 cas confirmés à l'échelle de la Bretagne. Voilà, donc ça a doublé, mais il y a aussi les cas asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentant pas de symptômes. Donc ceux-là, vous ne les avez pas détectés. Oui, c'est pour ça qu'il faut être prudent par rapport à ces chiffres. C'est-à-dire que quand on parle de 526 cas, ce sont 526 cas qui sont diagnostiqués par examen de virologie. Là, on est au stade 3 de l'épidémie. Et donc, on sait qu'en effet, on a tout un ensemble de patients qui sont asymptomatiques. Donc, on ne peut pas, par construction, les détecter. On a aussi des patients qui présentent de faibles symptômes. Hein. C'est ce qu'on appelle les patients paucisymptomatiques. Et donc, c'est pour ça que au-delà de notre suivi des cas confirmés par PCR, par examen de virologie, on met en œuvre tout un exemple aussi, tout un ensemble de batteries d'indicateurs pour pouvoir suivre la progression de l'épidémie en stade 3, un peu comme on le fait finalement en phase d'épidémie grippale. Combien de réanimations, combien de patients en réanimation et combien de décès à ce jour ? Alors justement, parmi ces différents indicateurs, nous suivons aussi très précisément les personnes qui sont hospitalisées dans le cadre du Covid-19. Donc aujourd'hui, on a une centaine de patients qui sont hospitalisés, qui sont donc hospitalisés, avec 31 personnes qui sont en réanimation. Donc à ce stade, nous avons une certaine, depuis 2-3 jours, une stabilité des patients en réanimation. Est-ce qu'il faut... Oui. Non, je voulais juste aussi savoir le nombre de décès à l'heure où nous parlons. Alors, à l'heure où nous parlons, nous avons 25 décès à déplorer et ce sont des patients qui étaient âgés entre 60 et 97 ans. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ces statistiques et ce qui est hyper important à partager, c'est que nous avons aussi une centaine de patients qui ont été hospitalisés, mais maintenant qui sont suivis à domicile. Et ça, c'est hyper important aussi de se dire que, bien sûr, il y a tout un ensemble de patients, et heureusement, en voie de guérison, qui sont suivis très près à domicile également. Mais il faut être très prudent sur ces chiffres. On a franchi le cap des 1100 décès en France, mais ça ne compte pas les EHPAD, ni les décès à domicile. Donc, pour l'instant, on est quand même dans un certain brouillard. Vous avez accueilli hier, donc des malades qui venaient de Mulhouse, qui sont arrivés par avion militaire, que vous avez dispatché entre Brest et Quimper. Et il est également question d'un TGV médicalisé qui arriverait à Nantes. Alors, je suis très, bien sûr, et très naturellement, la Bretagne s'est inscrite dans le cadre du dispositif de solidarité nationale par rapport à ce que connaît la région Grand Est. Donc, dès que nous avons pu, en effet, pouvoir accueillir des patients, on a tout de suite répondu présent. Il y a 4 patients qui sont arrivés au CHU de Brest hier et 2 patients au centre hospitalier de Quimper, dans le cadre, en avion militaire, dans le cadre du dispositif Morphée. Les militaires appellent ça le dispositif Morphée. Et peut-être qu'un train arrivera en effet à Nantes. Et ça veut dire que les hôpitaux bretons sont encore loin de la saturation. On est très loin de la situation dramatique qui est vécue dans le Grand Est. Oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a eu des fake news le week-end dernier sur la saturation du CHU de Brest. C'est pas du tout le cas. Non, on profite, si j'ose dire, de cette période où on peut encore anticiper les choses pour préparer au mieux le système de santé. C'est-à-dire que par rapport aux hôpitaux, on a déprogrammé l'ensemble de l'activité qui pouvait être reportable. À chaque fois, on regarde bien entendu la situation du patient pour pouvoir libérer des capacités à l'hôpital. Et on est en train de travailler, et puis le travail est sur l'extension des capacités de réanimation. Nous avons 164 lits de réanimation en temps normal. Ce sont de l'ordre de 200 places de réanimation de plus qu'on pourrait mobiliser et malheureusement c'est probable, quand on aura une demande plus forte de patients en réanimation. Alors, la région s'est mobilisée pour essayer de se
d'obtenir des masques. C'est le rôle de l'État, mais la région apporte sa contribution. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis achètent énormément de masques dans le monde entier. Comment est-ce qu'il va y avoir un changement important, ou est-ce que c'est déjà trop tard en termes d'approvisionnement ? On a beaucoup travaillé sur la question des approvisionnements et dans un contexte qui est tendu. Donc c'est pour ça que le gouvernement a décidé que la première priorité par rapport à l'affectation des masques va aux soignants. Et ça, on peut, je pense, complètement s'en féliciter. Vous avez des soignants contaminés en Bretagne ? Oui, on a aussi des soignants qui ont été contaminés et donc dès qu'on a une suspicion, les priorités en termes de diagnostic font qu'on surveille les soignants de très près pour pouvoir les extraire en effet des services de soins. Alors, la Bretagne, l'Ouest et le Sud-Ouest sont un peu en arrière de cette guerre sanitaire, en arrière de la vague, mais cette vague, elle va finir quand même par arriver en Bretagne. Vous l'évaluez à quel moment, ce pic de l'épidémie ? C'est très difficile à dire et on sait que depuis le début de cette vague épidémique, nous avons 8-10 jours de retard ou d'avance plutôt par rapport à l'Italie. Après, c'est très dépendant aussi des foyers de contagion. Vous savez qu'à Mulhouse, c'est lié à un regroupement d'évangélistes et on a eu de manière complètement inattendue une explosion de ça. On a travaillé beaucoup en Bretagne sur le foyer du Morbihan ces dernières semaines pour essayer de le contenir. Et donc, on sait qu'en effet, on va avoir une augmentation importante d'activité dans les prochains jours, mais je ne peux pas être plus précis. Et c'est pour ça qu'on est en train de préparer le système de santé. Les deux départements les plus touchés, c'est le Morbihan, bien sûr, depuis le début, et le Finistère. C'est en effet le Morbihan, mais le Finistère et l'Ille-et-Vilaine présentent un taux d'incidence qui est important, puisque nous nous repérons par rapport à 10 cas pour 100 000, et le Finistère et le département d'Ille-et-Vilaine ont dépassé ce taux d'incidence il y a quelques jours. Alors, il y a un débat difficile, douloureux, sur ce qu'on appelle le tri des malades, comme ça s'est passé en Italie, avec des informations contradictoires. Certains médecins qui disent « mais ça, on l'a toujours fait », et d'autres qui disent, au contraire, c'est plus gênant pour les malades qui sont les moins gravement atteints et dont on ne s'occupe pas. Cette question est en effet très délicate et c'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied pour augmenter notamment les capacités de réanimation pour éviter l'engorgement de ces services. Et donc quand on travaille, ce n'est pas uniquement de multiplier les chiffres dans un tableau, mais c'est de s'assurer que derrière il y ait des respirateurs pour pouvoir accueillir les patients, qu'il y ait des consommables susceptibles d'accueillir les patients en réanimation, qui est bien sûr, et j'aurais dû commencer par là, les ressources humaines aussi, les médecins, les infirmières qui soient capables de pouvoir prendre en charge ces patients. Alors après, c'est vrai que en réanimation, de tout temps, on regarde, on fait le bénéfice, soit un risque pour chacun des patients. Mais ça, il faut qu'on continue à travailler comme en temps normal, y compris dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors, il y a un débat, au-delà des masques, sur la généralisation des tests. C'est ce qui s'est fait avec un certain succès en Asie, notamment à Singapour, en Corée du Sud. On parle aussi maintenant d'identification numérique des malades, de tracking, ce qui pose des problèmes, j'imagine, déontologiques. Vous n'en êtes pas là, mais à l'avenir, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez préconiser ? Alors, la généralisation des tests, c'est plutôt pour le stade 4 de l'épidémie. Une fois qu'on aura dépassé le stade actuel avec les mesures de confinement, là, il faudra être en capacité de pouvoir multiplier, en effet, les tests pour pouvoir essayer de détecter très rapidement un rebondissement éventuellement d'un foyer épidémique sur un territoire. Ce sera là, ça, l'enjeu du stade 4 de l'épidémie. Alors, il y a beaucoup de contestations, notamment dans les milieux économiques, sur les messages parfois contradictoires du gouvernement. On dit, finalement, aujourd'hui, les médecins ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les médecins ont pris le pouvoir. Non, ce que je considère, c'est qu'il y a une très forte solidarité pour pouvoir faire en sorte que le soignant puisse complètement se mobiliser à sa tâche. Il y a une concentration très forte. Je constate dans notre région des soignants, médecins, infirmiers, tous secteurs confondus, à la ville, mais aussi à l'hôpital pour se préparer. Et il y a une très forte solidarité. Nous travaillons par exemple très étroitement avec le rectorat pour que les enfants des soignants puissent être accueillis dans les écoles malgré leur fermeture. Nous travaillons très étroitement avec le conseil régional pour que le tissu économique industriel puisse venir en appui du système de santé, par exemple en produisant des gels hydroalcooliques. Là, il y a une très forte solidarité et notamment dans notre région. Il y avait quand même beaucoup de contestations de la part des médecins libéraux qui estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés. On travaille beaucoup avec les médecins libéraux, à la fois pour qu'ils aient des masques, et donc on l'a évoqué tout à l'heure, mais dans les circuits de délivrance des masques, on s'appuie sur les pharmacies d'officine, on les a redotés pour que les soignants et les médecins de ville notamment puissent accéder à des masques. Donc ça, c'est un premier point. Après, on travaille très étroitement avec eux aussi pour que, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital, il faut que les soignants Covid-19 puissent être accueillis au niveau du cabinet de ville classique ou au niveau de ce qu'on appelle les centres de consultation dédiés que nous sommes en train de créer point à point pour venir en appui. Et ça, on ne le fait pas au niveau tout seul à l'agence, on le fait sur proposition des médecins libéraux qui vraiment se mobilisent grandement dans le cadre de cette crise. Le professeur Didier Raoult du CHU de Nice a démissionné hier du conseil scientifique. Il préconise la généralisation de la chloroquine. Enfin, c'est un peu plus compliqué, s'il y a d'autres molécules associées. On a décidé finalement au niveau politique d'accorder ce médicament à ceux qui en feraient la demande et qui sont dans un stade extrêmement difficile. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très simple. La chloroquine fait actuellement l'objet d'essais cliniques. Donc il faut, comme tout autre essai clinique, faire les choses de manière très robuste pour s'assurer de la plus-value médicale, la plus-value thérapeutique de ce médicament. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Comme vous l'avez vu, c'est ce qui est en train d'être accéléré dans le cadre de notre contexte bien particulier. Et donc ça, nous avons pris toute disposition pour pouvoir accélérer ces essais cliniques. Et par ailleurs, en effet, dans le cadre de ces essais cliniques, il y a certains patients qui sont à un stade grave qui bénéficient de cette molécule. Et donc, je pense que dans les prochains jours, on pourra avoir, en effet, et en fonction de... Parce qu'on a souvent, malheureusement, à déplorer des médicaments qui causent plus de mal que de bénéfices. Stéphane Mulliez, je vous remercie de vos explications. J'espère que nous aurons l'occasion de renouveler ces échanges dans le cadre de l'information de nos concitoyens. Et je vous souhaite une bonne journée. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.